Néferura, la dernière princesse d'Égypte. La gardienne de Kémet. Égypte, 332 avant Jésus-Christ. Bienvenue, chers auditeurs. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous transportons dans l'Égypte ancienne, à l'époque où les pharaons régnaient encore, où les dieux marchaient parmi les mortels, et où une princesse extraordinaire osa défier le plus grand conquérant que le monde ait jamais connu. Avant de commencer cette aventure épique, laissez un pouce en l'air si vous aimez les histoires de reines guerrières et de civilisations anciennes. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos légendes historiques et mythologiques. Dites-nous dans les commentaires d'où vous nous écoutez. Égypte, France, Afrique, Canada, Haïti. Nous adorons savoir jusqu'où voyagent nos histoires. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui sont fascinés par l'Égypte ancienne et les héroïnes légendaires. Aujourd'hui, préparez-vous à découvrir l'histoire de la princesse Néferura, dernière héritière des pharaons divins, guerrière sacrée formée aux arts mystiques d'Isis, celle qui affronta Alexandre le Grand et défendit l'éternité de l'Égypte. Cette épopée dure environ 60 minutes. Installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez, et laissez-vous transporter sur les rives sacrées du Nil, il y a plus de 2000 ans. N'oubliez pas, si vous appréciez nos récits épiques, l'abonnement est la meilleure façon de nous soutenir et de découvrir plus de légendes oubliées. Maintenant, voyageons ensemble vers l'Égypte éternelle. Prologue, le crépuscule des dieux. Le soleil se levait sur le Nil comme il l'avait fait pendant des millénaires, doré, majestueux, éternel. Ses rayons caressaient les eaux sacrées du fleuve, illuminaient les pyramides anciennes qui se dressaient comme des montagnes créées par les dieux, et faisaient briller les temples de marbre blanc où les prêtres chantaient les hymnes du matin. C'était l'an 332 avant Jésus-Christ, et l'Égypte Kémet, la Terre Noire, comme l'appelaient ses enfants, se trouvait à un tournant de son histoire 3 fois millénaire. Pendant plus de 3000 ans, l'Égypte avait été le phare de la civilisation. Ces pharaons étaient considérés comme des dieux vivants, intermédiaires entre le ciel et la terre. Ces prêtres possédaient des connaissances que les autres peuples ne pouvaient qu'imaginer. Ces architectes construisaient des merveilles qui défiant le temps lui-même. Ces guerriers avaient défendu ses frontières contre d'innombrables ennemis. Mais maintenant, un nouvel ennemi approchait. Un ennemi différent de tous ceux que l'Égypte avait connus. Son nom était Alexandre de Macédoine, et à seulement 24 ans, il avait déjà conquis la moitié du monde connu. Il avait vaincu l'Empire perse, la plus grande puissance de l'époque. Il avait soumis des dizaines de nations. Ses armées semblaient invincibles, sa soif de conquête insatiable. Et maintenant, il tournait ses yeux vers l'Égypte. Dans le palais royal de Memphis, la capitale du royaume, une jeune femme se tenait sur son balcon, observant l'horizon où des nuages de poussière annonçaient l'approche de l'armée macédonienne. Elle s'appelait Néferura, et elle était la dernière princesse de la lignée divine des pharaons. Son nom signifiait beauté de Ré, et elle portait ce nom avec une grâce qui captivait tous ceux qui la voyaient. Sa peau était noire comme la terre fertile du Nil après l'inondation, lumineuse comme l'ébène poli. Ses yeux, soulignés de côle dorée, étaient profonds comme la nuit et brillants comme les étoiles. Ses cheveux, tressés avec des fils d'or et ornés de lapis-lazuli, tombaient comme une cascade sombre sur ses épaules. Elle portait une robe de lin blanc plus fin que la soie, maintenue par des bandes d'or travaillées représentant des cobras sacrés et des faucons d'Horus. Sur sa tête reposait le Némès royal, le couvre-chef rayé des pharaons, avec l'Uraë, le cobra protecteur, sur son front. À son cou pendait le pectoral d'or représentant l'œil d'Horus, symbole de protection et de pouvoir. Mais Néferura n'était pas seulement belle. Elle était aussi redoutable. Contrairement aux princesses des autres royaumes qui passaient leurs jours à se prélasser dans les jardins et à se parfumer, Néferura avait été formée depuis l'enfance aux arts sacrés de la guerre et de la magie. Elle était prêtresse d'Isis, initiée au mystère secret de la déesse. Elle était championne du temple d'Horus, maîtrisant la lance, l'épée et l'arc avec une habileté qui surpassait celle de la plupart des guerriers. Et maintenant, alors que son royaume faisait face à sa plus grande menace, elle savait que son heure était venue. « Princesse », dit une voix derrière elle. Néferura se retourna pour voir Amenhotep, le grand prêtre de Ré et son conseiller le plus proche. C'était un homme âgé, sa peau ridée comme du cuir ancien, mais ses yeux brillaient toujours d'une intelligence vive. « Le conseil vous attend », continua-t-il. « Ils veulent discuter de la capitulation. » Le mot resta suspendu dans l'air comme un blasphème. Néferura sentit la colère monter en elle, chaude et purificatrice comme le feu sacré. « Capitulation », répéta-t-elle, sa voix douce mais chargée d'un pouvoir qui fit vibrer l'air. « L'Égypte ne capitule pas. L'Égypte est éternelle. » « Ma princesse, dit Amenhotep doucement,
Alexandre est un conquérant comme le monde n'en a jamais vu. Il a écrasé les Perses en quelques batailles. Ses armées comptent des dizaines de milliers d'hommes entraînés, équipés, disciplinés. Nos forces sont sacrées, l'interrompit Néferura. Nos forces sont sacrées. Nous ne combattons pas seulement avec de l'acier et du bronze, Amenhotep. Nous combattons avec le pouvoir des dieux qui coule dans nos veines depuis la création du monde. Elle se tourna à nouveau vers l'horizon, ses yeux fixant les nuages de poussière qui s'approchaient. Alexandre pense qu'il conquiert un royaume, murmura-t-elle. Il ne comprend pas qu'il affronte l'éternité elle-même. Moment d'engagement. Chers auditeurs, si vous ressentez déjà la puissance de cette histoire, laissez un pouce en l'air maintenant. Et si vous venez de nous rejoindre, abonnez-vous, cette épopée ne fait que commencer. Dites-nous dans les commentaires, gloire à l'Égypte éternelle. Première partie, l'héritière des dieux. Chapitre 1, le sang des pharaons. Pour comprendre qui était Néferura, il faut remonter à sa naissance, 23 ans plus tôt, dans le palais royal de Thèbes. Elle était née sous un signe extraordinaire. Le jour de sa naissance, le Nil monta plus haut qu'il ne l'avait fait depuis un siècle, inondant les champs d'une abondance qui nourrit l'Égypte pendant 3 ans. Les prêtres dirent que c'était un présage, cet enfant était béni par Hapi, le dieu de l'inondation, et par Isis elle-même. Son père était le pharaon Nectanebo II, le dernier pharaon natif égyptien de la 30e dynastie. Sa mère était la grande épouse royale, descendante directe de Cléopâtre. Non pas la célèbre Cléopâtre qui viendrait plus tard, mais une princesse ptolémaïque qui avait épousé dans la lignée pharaonique. Dès sa naissance, les prophètes virent en elle quelque chose d'unique. Elle ne sera pas seulement une princesse, déclara le grand oracle d'Amon. Elle sera le dernier rempart de Kémet, celle qui se tiendra entre les dieux et le chaos. Néferura grandit dans un monde de splendeur et de mystère. Le palais royal était un labyrinthe de colonnes massives, de cours ombragées par des palmiers, de jardins où fleurissaient le lotus et le papyrus. Des serviteurs se pressaient partout, des prêtres chantaient leurs hymnes, des scribes enregistraient les affaires du royaume. Mais contrairement aux autres enfants royaux qui passaient leur journée à jouer, Néferura fut dès l'âge de 5 ans confiée aux prêtres pour son éducation. Elle apprit d'abord les hiéroglyphes, l'écriture sacrée des dieux. Elle apprit à lire les textes anciens gravés sur les murs des temples, les formules magiques inscrites sur les papyrus, les prophéties cachées dans les tombeaux des anciens rois. Elle apprit l'histoire de son peuple, comment le dieu Ré avait créé le monde du chaos primordial, comment Osiris avait enseigné aux hommes l'agriculture et la civilisation, comment Isis avait ressuscité son époux assassiné, comment Horus avait vengé son père et unifié les deux terres. Elle apprit les mathématiques et l'astronomie, comprenant comment les prêtres architectes calculaient les angles des pyramides pour qu'elles pointent vers les étoiles, comment ils prédisaient les inondations du Nil en observant le mouvement de Sirius. Elle apprit la médecine et la chimie, découvrant les secrets de la momification, la fabrication des pigments qui ne se fanaient jamais, les remèdes qui guérissaient des maladies que les autres peuples ne savaient même pas traiter. Mais surtout, elle apprit la magie. Chapitre 2, l'initiation au mystère. À l'âge de 12 ans, Néferura fut jugée prête pour son initiation au mystère d'Isis. C'était une cérémonie secrète, si sacrée que celui qui en révélait les détails était condamné à mort. Elle fut amenée au temple d'Isis à Philae, une île sacrée dans le Nil. Là, dans les profondeurs du sanctuaire où aucun profane ne pouvait entrer, elle passa 3 jours et 3 nuits dans l'obscurité totale, sans nourriture ni eau, méditant sur les mystères de la vie, de la mort et de la renaissance. Le 4e jour, les grandes prêtresses vinrent la chercher. Elles la conduisirent à une chambre souterraine où brûlaient des lampes d'or, remplies d'huile de lotus. Sur un autel de pierre noire reposait une statue de la déesse Isis, si ancienne que personne ne savait quand elle avait été créée. Néferura, fille de Pharaon, dit la grande prêtresse, une femme âgée dont le nom était Meritnet, tu as été choisie par la déesse elle-même. Acceptes-tu de devenir son instrument, de porter son pouvoir, de servir Kémet jusqu'à ton dernier souffle? J'accepte, répondit Néferura sans hésitation. Ce qui suivit changea Néferura à jamais. Les prêtresses récitèrent des incantations dans une langue si ancienne qu'elle n'était plus parlée depuis des millénaires. Elles touchèrent Néferura avec des huiles consacrées, traçant des symboles sur sa peau qui brillèrent d'une lumière intérieure. Puis la grande prêtresse plaça sur le front de Néferura un diadème d'or portant l'œil d'Horus. Au moment où le métal toucha sa peau, Néferura sentit quelque chose se déverser en elle, un pouvoir ancien, vaste, presque écrasant. Elle vit des visions. Elle vit l'Égypte à sa création, quand les dieux marchaient encore ouvertement parmi les hommes. Elle vit les premiers pharaons, illuminés par la lumière divine.
Elle vit les secrets perdus, les connaissances oubliées, les pouvoirs que le monde moderne avait cessé de croire possibles. Elle comprit que la magie égyptienne n'était pas une illusion ou une superstition. C'était une science réelle, basée sur une compréhension profonde des forces qui sous-tendaient la réalité elle-même. Les hiéroglyphes n'étaient pas seulement des mots, c'étaient des formules, des équations qui pouvaient altérer le tissu du monde quand elles étaient prononcées correctement. Quand Néferura sortit de l'initiation, elle n'était plus la même. Elle pouvait maintenant sentir le Eka, l'énergie magique qui imprégnait toute chose. Elle pouvait la manipuler, la façonner, la diriger selon sa volonté. Elle pouvait appeler le vent et l'eau. Elle pouvait invoquer la protection des dieux. Elle pouvait voir au-delà du voile qui séparait le monde des vivants du monde des esprits. Mais avec ce pouvoir venait aussi une terrible connaissance. Elle avait vu l'avenir, fragmentaire et confus, mais assez clair pour comprendre une vérité effrayante. L'Égypte, cette civilisation 3 fois millénaire, approchait de son crépuscule. Chapitre 3. La guerrière du Temple. L'initiation mystique de Néferura fut suivie d'un autre type d'entraînement, celui du guerrier. À 13 ans, elle fut confiée aux prêtres guerriers du temple d'Horus à Edfu. Ces hommes et ces femmes étaient les gardiens des traditions martiales les plus anciennes d'Égypte, des techniques de combat développées au cours de 3 millénaires de guerre. Son maître principal était un homme nommé Khonsu, un général à la retraite qui avait combattu contre les Perses dans sa jeunesse. C'était un homme sans pitié, qui ne faisait aucune concession au fait que Néferura était une princesse. « Ici, tu n'es pas royal, lui dit-il le premier jour. Tu es une élève. Et si tu ne peux pas suivre, tu seras renvoyé. » Néferura accepta le défi avec une détermination de fer. Elle s'entraînait depuis l'aube jusqu'au crépuscule. Elle apprit d'abord le combat à main nue, comment frapper avec une force dévastatrice, comment bloquer, comment projeter un adversaire 2 fois sa taille. Elle développa une force et une agilité extraordinaires, son corps devenant un instrument parfaitement accordé. Puis elle apprit les armes. La lance d'abord, l'arme traditionnelle des pharaons, symbole du pouvoir royal. Elle s'entraîna jusqu'à pouvoir lancer une lance à 50 pas et toucher une cible pas plus grande qu'une pomme. Elle maîtrisa l'épée kopech, la lame courbe caractéristique des guerriers égyptiens. Elle apprit l'arc composite, capable de percer une armure à 100 pas. Elle s'entraîna avec le bâton, les couteaux de jet, même le combat monté. Mais ce qui rendait Néferura vraiment redoutable, c'était sa capacité à combiner la magie et les arts martiaux. Elle apprit à infuser ses armes de Eka, les rendant capables de trancher n'importe quel métal. Elle apprit à se déplacer avec une vitesse surhumaine, à anticiper les mouvements de ses adversaires comme si elle lisait leurs pensées, à invoquer la protection des dieux pour que les coups ennemis glissent sur elle sans la blesser. À 16 ans, elle avait battu tous les champions du temple. À 18 ans, elle était devenue maître d'armes elle-même, enseignant aux nouvelles recrues. Et maintenant, à 23 ans, face à l'invasion d'Alexandre, toutes ces années d'entraînement allaient enfin servir. Chapitre 4. La veille de la tempête. Le conseil royal se réunit dans la grande salle du palais de Memphis. C'était une pièce imposante, ses colonnes massives sculptées de hiéroglyphes racontant les victoires des pharaons passés. Des lampes à huile projetaient des ombres dansantes sur les murs peints. Autour de la table de cèdre importée du Liban siégeaient les hommes les plus puissants d'Égypte, les généraux de l'armée, les gouverneurs des noms, provinces, les grands prêtres des principaux temples, les scribes royaux qui géraient les finances du royaume. Ils étaient tous là, et ils étaient tous terrifiés. Alexandre a déjà traversé le Sinaï, rapporta le général Horemheb, commandant en chef des forces égyptiennes. Ses éclaireurs ont atteint Péluse. Dans moins d'une semaine, son armée principale sera au delta. Combien d'hommes ? Demanda Néferura, assise à la place d'honneur réservée normalement au pharaon. Son père était mort 3 ans plus tôt, et techniquement, elle aurait dû être couronnée pharaon elle-même. Mais dans la confusion de ces années troublées, le couronnement avait été retardé. Elle gouvernait de fait, sinon officiellement. Nos espions parlent de 40 000 fantassins, 5 000 cavaliers, répondit Horemheb. Tous des soldats professionnels, entraînés, équipés. Les phalanges macédoniennes, ces formations de lanciers qui ont écrasé les Perses. Et nos forces. Un silence gêné s'installa. Princesse, dit finalement le vizir Pazé, nous pouvons rassembler peut-être 20 000 hommes. Mais ce ne sont pas des soldats de métier comme ceux d'Alexandre. Ce sont des fermiers, des artisans, des prêtres qui savent à peine tenir une lance. Les Perses nous ont laissés affaiblis, ajouta un autre conseiller. Ils ont pillé nos trésors, démantelé notre armée, détruit notre organisation militaire. Nous n'avons pas eu le temps de reconstruire. Alors vous suggérez quoi ?
demanda Néferura, sa voix dangereusement calme. Que nous nous rendions sans combattre. Princesse, intervint le grand prêtre d'Amon, un homme obèse nommé Psantec, il faut être réaliste. Alexandre est invincible. Il a conquis tout le monde connu. Résister ne ferait que provoquer sa colère. Si nous nous soumettons avec grâce, il pourrait nous traiter avec clémence. Il pourrait même nous laisser gouverner nos propres affaires, comme il l'a fait avec d'autres nations. Nous soumettre. La voix de Néferura monta, résonnant avec un pouvoir qui fit vibrer les colonnes. Nous, les enfants des dieux, nous soumettre à un barbare du Nord. Avec tout le respect dû à votre Altesse, dit Psantec, ne semblant pas intimidé, ces barbares ont vaincu l'Empire perse qui nous avait nous-mêmes vaincus. Un peu d'humilité serait sage. Néferura se leva, et quand elle le fit, une lumière dorée sembla émaner d'elle, faisant paraître sa silhouette plus grande, plus imposante. Écoutez-moi bien, tous, dit-elle, sa voix portant l'autorité de 3000 ans de Pharaon. L'Égypte n'est pas un royaume comme les autres. Nous ne sommes pas les Perses, qui ont été vaincus. Nous ne sommes pas les Babyloniens, qui ont capitulé. Nous sommes Kémet, la terre noire, la première civilisation, le don du Nil. Nos dieux sont plus anciens que les dieux grecs. Notre sagesse est plus profonde que leur philosophie. Notre pouvoir. Elle leva la main, et de sa paume jaillit une flamme dorée qui illumina toute la salle. Notre pouvoir est celui des dieux eux-mêmes. Les conseillers reculèrent, certains avec crainte, d'autres avec admiration. Alexandre pense conquérir l'Égypte, continua Néferura. Il découvrira qu'on ne conquiert pas l'éternité. On ne peut que s'y briser. Elle se tourna vers Horemheb. Général, rassemble toutes nos forces. Pas seulement les soldats, mais tous ceux qui peuvent porter une arme. Appelle les noms. Réquisitionne les temples. J'ai besoin de chaque homme capable de se battre. Mais princesse, même avec tous nos effectifs. Fais-le, ordonna Néferura. Et envoie des messagers aux tribus nubiennes du sud. Ils nous doivent encore allégeance. Qu'ils viennent avec leurs archers. Elle se tourna vers Amenhotep. Grand prêtre, ouvre les archives secrètes. Je veux tous les textes de magie de combat que nous possédons. Les sorts qui protègent les armées, qui brisent les armes ennemies, qui invoquent la colère des dieux. Princesse, dit Amenhotep avec hésitation, certains de ces sorts n'ont pas été utilisés depuis le temps des Hyksos, il y a plus de 1000 ans. Ils sont dangereux. Nous vivons un temps dangereux, répondit Néferura. Ces temps exigent des mesures dangereuses. Elle balaya la salle du regard, s'assurant que chaque conseiller avait compris. Dans une semaine, Alexandre sera ici. Et quand il viendra, il découvrira pourquoi les pharaons étaient appelés des dieux. Il découvrira ce que signifie vraiment affronter l'Égypte. Il découvrira que certaines terres ne peuvent pas être conquises, seulement respectées. Moment d'engagement. Quelle détermination! Si vous admirez le courage de Néferura, laissez un commentaire avec Kémet pour toujours. N'oubliez pas de vous abonner pour voir comment cette bataille épique va se dérouler. Partagez avec tous les amoureux de l'Égypte ancienne. Deuxième partie, le conquérant arrive. Chapitre 5, Alexandre le Grand. Pour comprendre la menace qui approchait, il faut comprendre qui était Alexandre de Macédoine. Né en 356 avant Jésus-Christ, fils du roi Philippe II de Macédoine, Alexandre avait été éduqué par nul autre qu'Aristote, le plus grand philosophe de son temps. Il avait grandi en étudiant l'Iliade d'Homère, admirant Achille, rêvant de gloire immortelle. À 20 ans, quand son père fut assassiné, il hérita d'un royaume et d'une armée. Mais ce n'était pas assez pour lui. Alexandre rêvait de conquérir le monde entier, de créer un empire qui unirait l'Orient et l'Occident. En quelques années, il avait réalisé l'impossible. Il avait conquis la Grèce, traversé l'Hellespont, vaincu les Perses en 3 batailles majeures, Granique, Isso et Gaugamel. Il avait pris Babylone, Suse, Persépolis. L'Empire perse, qui avait dominé le monde pendant 2 siècles, s'était effondré devant lui. Maintenant, à seulement 24 ans, il était déjà considéré comme le plus grand conquérant de l'histoire. Et il n'avait pas l'intention de s'arrêter. L'Égypte l'attirait pour plusieurs raisons. Stratégiquement, elle contrôlait les routes commerciales entre l'Afrique et l'Asie. Économiquement, c'était le grenier du monde méditerranéen, ses récoltes nourrissant des millions. Culturellement, c'était le berceau de la civilisation, ses temples et ses pyramides attirant l'admiration de tous les peuples. Mais surtout,
Alexandre voulait l'Égypte pour sa légitimité religieuse. Les pharaons étaient considérés comme des dieux vivants. Si Alexandre pouvait se faire reconnaître comme pharaon, il ne serait plus seulement un roi mortel. Il deviendrait divin aux yeux de millions de personnes. Alors, après avoir vaincu les Perses, il tourna ses armées vers le sud, vers le Nil, vers l'Égypte. Chapitre 6. La marche vers Memphis. L'armée d'Alexandre traversa le désert du Sinaï comme une marée de fer et de bronze. 40 000 fantassins marchaient en formation parfaite, leurs armures scintillant sous le soleil impitoyable. 5 000 cavaliers, montés sur les meilleurs chevaux de Thessalie et de Perse, formaient les ailes. Des centaines de chars transportaient les provisions, les armes de siège, les trésors pillés des villes conquises. À leur tête chevauchait Alexandre lui-même, reconnaissable à son armure ornée et à son casque surmonté de plumes blanches. À 24 ans, il était déjà une légende vivante. Ses soldats l'adoraient, prêts à le suivre jusqu'au bout du monde. La ville de Péluse, à l'entrée orientale de l'Égypte, se rendit sans combat. Ses habitants, las de la domination perse, accueillirent même Alexandre comme un libérateur. Il avança ensuite le long du delta, prenant ville après ville, souvent sans rencontrer de résistance. Mais ce n'était pas parce que les Égyptiens étaient lâches. C'était parce que Néferura leur avait ordonné de ne pas résister pour l'instant. « Laissez-le avancer », avait-elle dit à ses généraux. « Laissez-le penser que la victoire est facile. Laissez-le s'enfoncer profondément dans notre terre. Et alors, nous refermerons le piège. » Alexandre atteignit Memphis 2 semaines après avoir franchi la frontière. La grande ville, capitale de l'Égypte pendant des siècles, s'étendait sur les 2 rives du Nil. Ses murs blancs brillaient sous le soleil, ses temples massifs dominaient l'horizon, ses marchés grouillaient de vie. Mais quand Alexandre et son armée approchèrent, ils trouvèrent les portes de la ville grandes ouvertes. Aucun soldat sur les remparts. Aucune flèche tirée. Seulement le silence. « C'est un piège », dit Ptolémée, l'un des généraux les plus proches d'Alexandre. « Il nous attire à l'intérieur pour nous massacrer dans les rues étroites. » « Ou bien, » répondit Alexandre avec un sourire confiant, « ils reconnaissent l'inévitable et se soumettent avec sagesse. » Il ordonna à son armée d'entrer dans Memphis. Ce qu'ils trouvèrent les stupéfia. La ville n'était pas vide, mais ses habitants ne montraient aucune hostilité. Les gens vaquaient à leurs occupations normales, commerçants vendant leurs marchandises, artisans travaillant, enfants jouant. C'était comme si l'arrivée de la plus grande armée du monde était un événement ordinaire. Alexandre chevaucha à travers les rues larges, observant les merveilles architecturales qui l'entouraient. Les colonnes massives des temples, hautes comme 10 hommes et gravées de hiéroglyphes complexes. Les statues colossales des pharaons, fixant l'éternité avec des yeux de pierre. Les obélisques qui perçaient le ciel, leurs pointes couvertes d'or pur. « Par Zeus » murmura-t-il, impressionné malgré lui. « Ils ont construit cela il y a 1000 ans. » « Plus que cela, sire » répondit un de ces érudits, Callisthène. Certaines de ces structures datent de 3000 ans. L'Égypte était déjà ancienne quand nos ancêtres grecs vivaient encore dans des huttes. Alexandre sentit quelque chose qu'il ressentait rarement, de l'humilité. Toutes ces conquêtes semblaient soudain petites face à cette civilisation qui avait tant duré depuis l'aube du temps. Mais ce sentiment fut rapidement remplacé par son ambition habituelle. Il voulait cette ancienneté pour lui-même. Il voulait se connecter à cette histoire immortelle. « Où est leur dirigeant ?» demanda-t-il. « Je veux le rencontrer. » « Leur princesse, sire, » corrigea Ptolémée. « Le pharaon est mort il y a quelques années. C'est sa fille, Néferura, qui gouverne maintenant. » « Une femme ?» Alexandre haussa un sourcil. « Intéressant. Très bien. Amenez-moi à elle. » On les conduisit vers le palais royal, un complexe massif de bâtiments blancs entourés de jardins luxuriants. Là, dans une cour ouverte, sous un des soutenus par des colonnes de granit rose, attendait la princesse Néferura. Alexandre descendit de cheval et s'avança, suivi de ses généraux. Et quand il vit Néferura, il s'arrêta net, stupéfait. Elle était assise sur un trône d'or et d'ébène, immobile comme une statue. Sa peau noire brillait comme du bronze poli, contrastant magnifiquement avec sa robe de lin blanc et ses ornements d'or. Ses yeux, soulignés de colle, le fixaient avec une intensité qui le mettait mal à l'aise. Mais ce qui frappait le plus, c'était son aura. Elle dégageait une puissance, une présence, qui faisait paraître la cour trop petite pour la contenir. Alexandre avait rencontré des rois, des empereurs, des guerriers légendaires.
Mais il n'avait jamais ressenti ce qu'il ressentait maintenant face à cette jeune femme, le sentiment qu'il était en présence de quelque chose d'autre qu'humain. Chapitre 7. La confrontation. Alexandre de Macédoine, dit Néphérura, sa voix mélodieuse mais chargée d'autorité. Le conquérant de l'Orient. L'homme qui a vaincu les Perses. Bienvenue en Égypte. Alexandre s'inclina légèrement, un salut qu'il donnait rarement. Princesse Néphérura. J'ai beaucoup entendu parler de vous et de votre royaume. Vraiment. Un léger sourire courba les lèvres de Néphérura. Et qu'avez-vous entendu? Que l'Égypte est une terre de merveilles, répondit Alexandre. Que votre sagesse est sans égale, que vos temples renferment des secrets perdus, que vos pharaons communiquent avec les dieux. Tout cela est vrai, dit Néphérura calmement. Mais vous avez omis une chose. Laquelle? Que l'Égypte ne se soumet jamais. Un silence tendu s'installa. Les généraux d'Alexandre portèrent la main à leurs épées. Je ne suis pas venu ici pour conquérir, dit Alexandre prudemment. Je suis venu libérer l'Égypte du joug perse. Les Perses vous ont opprimé, pillé, désacralisé vos temples. Je viens rétablir l'ordre, respecter vos traditions, honorer vos dieux. Noble parole, répondit Néphérura. Mais dites-moi, Alexandre, quand vous aurez libéré l'Égypte, partirez-vous? Ou resterez-vous, exigeant tribut et obéissance, comme font tous les conquérants? Alexandre la regarda droit dans les yeux. Je resterai, mais pas comme un oppresseur. Je veux unir l'Orient et l'Occident, créer un monde où les cultures se mélangent, où les connaissances sont partagées. L'Égypte sera honorée dans mon empire, respectée, préservée. Votre empire, répéta Néphérura. Là est le problème, Alexandre. L'Égypte n'est pas faite pour être une province dans l'empire de quelqu'un d'autre. L'Égypte est éternelle, indépendante, divine. Elle se leva de son trône, et quand elle le fit, elle sembla grandir, sa silhouette projetant une ombre qui engloutit Alexandre. Je vous offre un choix, dit-elle. Partez maintenant, en paix, avec des cadeaux et notre respect pour vos accomplissements. Ou restez, et découvrez pourquoi aucun conquérant n'a jamais vraiment soumis l'Égypte. Les Hyksos ont été expulsés. Les Assyriens ont été vaincus. Les Perses ont été résistés. Vous ne serez pas différents. Alexandre sentit sa colère monter. Personne ne lui parlait ainsi. Il était Alexandre le Grand, le conquérant du monde connu. Princesse, dit-il, sa voix se durcissant, je respecte votre courage. Vraiment. Mais soyez réaliste. Mon armée compte 45 000 hommes, les meilleurs soldats du monde. Qu'avez-vous pour les combattre? Quelques milliers de paysans avec des lances? Néphérura sourit, et ce sourire était terrible à voir. Alexandre, dit-elle doucement, vous pensez en termes de soldats et d'armes. Vous ne comprenez pas contre quoi vous vous battez vraiment. Vous ne combattez pas une armée. Vous combattez l'Égypte elle-même, le Nil qui peut vous noyer, le désert qui peut vous assécher, les dieux qui peuvent vous maudire. Elle leva la main, et soudainement, le ciel s'assombrit. Des nuages noirs apparurent de nulle part, tourbillonnant au-dessus du palais. Le vent se leva, hurlant comme un animal en colère. Ceci n'est qu'un avant-goût, dit Néphérura, sa voix portant malgré le vent. Partez maintenant, ou affrontez la colère de Kémé. Alexandre, malgré son courage légendaire, sentit un frisson de peur. Mais son orgueil était plus fort que sa peur. Non, dit-il fermement. Je ne partirai pas. J'ai conquis la moitié du monde. Je ne serai pas chassé par des tours de magie et des menaces vides. Très bien, dit Néphérura, et le regret dans sa voix était sincère. Alors que les dieux aient pitié de vous, Alexandre. Car moi, je n'en aurai pas. Elle fit un geste, et immédiatement, des centaines de guerriers égyptiens surgirent des colonnes, des portes, des toits. Ils entourèrent Alexandre et ses généraux, lances pointées. Vous êtes dans mon palais, Alexandre, dit Néphérura. Dans mon piège. Je pourrais vous tuer maintenant, vous et tous vos généraux, et votre armée serait décapitée. Les généraux d'Alexandre se préparèrent à combattre, mais Alexandre leva la main pour les arrêter. Mais vous ne le ferez pas, dit-il avec confiance. Parce que ce serait du meurtre, pas du combat honorable. Et vous, princesse, êtes trop noble pour cela. Néphérura le regarda longuement, puis hocha la tête. Vous avez raison, admit-elle. Je ne suis pas une assassin. Mais je suis une guerrière. Et en tant que guerrière, je vous défie. Vous me défiez. Alexandre était stupéfait. Oui.
Combat singulier. Vous et moi. Si vous gagnez, l'Égypte se soumettra à vous sans plus de résistance. Si je gagne, vous et votre armée quitterez notre terre et ne reviendrez jamais. Vous plaisantez, dit Ptolémée. Alexandre ne peut pas se battre contre une femme. Cette femme, dit Néphérura froidement, a tué plus d'hommes que votre roi n'en a conquis de villes. Ne me sous-estimez pas à cause de mon sexe. Alexandre réfléchit. C'était risqué. Mais cela lui offrait aussi une opportunité. S'il pouvait vaincre cette princesse guerrière en combat singulier, non seulement il gagnerait l'Égypte, mais il ajouterait à sa légende. On dirait qu'il avait vaincu un champion divin. J'accepte, dit-il. Où et quand? Demain à l'aube, répondit Néphérura. À Héliopolis, la cité du soleil. Là où Rê lui-même est adoré. Que les dieux soient témoins de notre combat. Moment d'engagement. Le duel du siècle arrive. Alexandre contre Néphérura. Qui pensez-vous qui va gagner? Laissez un commentaire avec votre prédiction. Et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite épique. Troisième partie, le duel des titans. Chapitre 8, l'aube à Héliopolis. Héliopolis, la cité du soleil, était l'un des sites les plus sacrés d'Égypte. C'était là que, selon la légende, le monde avait été créé, là que le dieu Rê montait au ciel chaque matin dans sa barque solaire, là que les premiers pharaons avaient été couronnés. Le temple principal était un complexe massif dominé par un obélisque de granit rose comme 20 hommes, sa pointe couverte d'électrum, un alliage d'or et d'argent qui brillait comme un deuxième soleil. C'est là que, à l'aube, deux armées se faisaient face. D'un côté, l'armée macédonienne d'Alexandre, 45 000 hommes disciplinés, leurs armures polies, leurs phalanges formées, leurs cavaliers montés. Ils avaient conquis le monde. Ils étaient invincibles. De l'autre côté, l'armée égyptienne beaucoup plus petite, peut-être 25 000 hommes. Mais ce n'était pas une armée ordinaire. C'étaient les prêtres guerriers des temples, les archers nubiens du sud, les cavaliers libyens du désert occidental, et au centre, la garde personnelle de Néphérura, 1000 guerriers d'élite vêtus d'armures d'or, portant des lances surmontées de têtes de faucons. Et entre les deux armées, un espace vide avait été laissé, un cercle de 50 pas de diamètre, tracé dans le sable. C'était l'arène où le sort de l'Égypte allait être décidé. Quand le soleil commença à apparaître à l'horizon, projetant ses premiers rayons dorés sur le désert, Néphérura sortit des rangs égyptiens. Elle avait abandonné ses vêtements de cour. Maintenant, elle portait l'armure d'un pharaon guerrier, une cuirasse de bronze doré moulée à son corps, des protections aux bras et aux jambes, des sandales de cuir. Sur sa tête, le némès royal rayé de bleu et d'or, avec l'Urae, le cobra sacré, sur son front. Dans sa main droite, elle tenait une lance longue de 6 pieds, sa pointe en bronze brillant d'une lumière intérieure. Sur son bras gauche était attaché un bouclier rond en bronze, gravé avec l'œil d'Horus. Mais ce qui captait vraiment l'attention, c'était son aura. Elle semblait entourée d'une lumière dorée, comme si le soleil lui-même l'avait choisie. Ses yeux brillaient avec une intensité surhumaine. Alexandre sortit à son tour des rangs macédoniens. Il portait son armure de bataille, une cuirasse en bronze finement ouvragée représentant des scènes mythologiques, un casque corinthien à plumes blanches, des cnémides, protège-tibia, ornés. Il portait son épée, Xipho, une lame courte mais mortellement efficace, et son bouclier rond, l'aspi. Il était plus petit que Néphérura, elle mesurait près de 6 pieds, extraordinaire pour une femme de cette époque, mais il dégageait une confiance absolue. Il avait combattu dans des dizaines de batailles. Il n'avait jamais été vaincu. Ils entrèrent dans le cercle depuis des côtés opposés et se firent face. Un prêtre âgé de Rê s'avança, levant les mains pour obtenir le silence. « Ô Rê, dieu du soleil », chanta-t-il en égyptien ancien, « sois témoin de ce combat. Que celui qui combat pour la justice prévale. Que celui qui combat pour l'injustice tombe. » Il se tourna vers les deux combattants. « Que les règles soient claires. Combat jusqu'à ce que l'un de vous se rende, soit incapable de continuer, ou soit tué. Aucune intervention extérieure n'est permise. Le gagnant décidera du sort de l'Égypte. Acceptez-vous ces termes? » « J'accepte, dit Néphérura. »« J'accepte, dit Alexandre. » Alors que le combat commence. Maintenant. Le prêtre s'enfuit du cercle. Pendant un moment, Alexandre et Néphérura restèrent immobiles, se jaugeant mutuellement. Puis Alexandre attaqua. Chapitre 9, la danse de la mort. Alexandre était rapide. Incroyablement rapide. Il se précipita vers Néphérura, son épée tranchant l'air dans un arc mortel visant son cou.
Mais Néferura était déjà ailleurs. Elle avait anticipé son mouvement, se déplaçant avec une grâce fluide qui rendait son esquive semblable à une danse. La lance de Néferura s'abattit vers Alexandre, qui la para avec son bouclier. Clang! Le son du métal contre le métal résonna à travers le champ de bataille. Les deux armées regardaient, retenant leur souffle. Alexandre tourna, frappant à nouveau, ses mouvements une combinaison parfaite de vitesse et de puissance. Il avait appris l'art de la guerre des meilleurs maîtres de Grèce. Il avait combattu et tué les champions de dizaines de nations. Mais Néferura parait ou esquivait chaque coup. Elle ne se battait pas avec force brute, elle se battait avec une technique perfectionnée au cours de 3000 ans de tradition martiale égyptienne. Chaque mouvement était économe, précis, mortel. Ils dansèrent à travers le cercle, leurs armes créant un tourbillon d'acier et de bronze. Alexandre frappa haut, bas, de côté. Néferura bloqua, para, contre-attaqua. Sa lance était un tourbillon, maintenant Alexandre à distance, le forçant constamment sur la défensive. « Vous êtes bonne » haleta Alexandre, impressionné malgré lui. « Vous n'avez encore rien vu » répondit Néferura. Puis elle commença à utiliser sa magie. Ses yeux brillèrent d'une lumière dorée. Elle murmura des mots de pouvoir en égyptien ancien, et soudain, sa lance s'enflamma pas d'un feu ordinaire, mais d'une flamme dorée et pure qui ne brûlait pas le bois mais qui rendait le métal de la pointe blanchot. Alexandre recula instinctivement. Il avait vu beaucoup de choses dans ses campagnes, mais jamais quelque chose comme ça. Néferura attaqua avec une vitesse renouvelée. Sa lance enflammée traçait des arcs de lumière dans l'air. Alexandre devait maintenant non seulement éviter la pointe de la lance, mais aussi les flammes qui en jaillissaient. Un coup frôla son épaule, brûlant à travers son armure et marquant sa peau. Alexandre cria de douleur mais ne recula pas. Au lieu de cela, il chargea directement vers Néferura, passant à l'intérieur de la portée de sa lance. C'était une manœuvre audacieuse. À cette distance, la longue lance de Néferura était inutile, tandis que l'épée courte d'Alexandre était parfaite pour le combat rapproché. Il frappa vers son ventre, un coup qui aurait éventré n'importe quel adversaire. Mais Néferura lâcha sa lance et attrapa le poignet d'Alexandre avec une force qui le choqua. Comment une femme pouvait-elle être si forte? C'était le Eka, la magie qui coulait en elle, amplifiant chaque muscle, chaque réflexe. Elle tordit le bras d'Alexandre, le forçant à lâcher son épée. Puis elle le projeta à travers le cercle avec une force qui aurait dû être impossible. Alexandre roula dans le sable, se relevant rapidement. Son épée était hors de portée. Il ne lui restait que son bouclier. Néferura récupéra sa lance et marcha vers lui, ses yeux brûlants de pouvoir divin. « Rendez-vous, dit-elle. Je ne veux pas vous tuer, Alexandre. Vous êtes un grand guerrier. Mais ce n'est pas votre terre. Ce n'est pas votre combat. » Alexandre, malgré sa situation désespérée, rit. « Me rendre. Je suis Alexandre de Macédoine. Je ne me rends jamais. » Il chargea à nouveau, utilisant son bouclier comme une arme, tentant de déséquilibrer Néferura. Mais Néferura était prête. Elle planta sa lance dans le sol et utilisa le manche comme pivot, faisant un saut acrobatique par-dessus Alexandre. Pendant qu'elle était en l'air, elle donna un coup de pied qui frappa Alexandre en plein visage, le faisant trébucher. Elle atterrit derrière lui, récupéra sa lance, et avant qu'Alexandre ne puisse se retourner, plaça la pointe enflammée contre sa nuque. « C'est terminé », dit-elle doucement. Alexandre se figea. Il sentait la chaleur de la lance, à 1 pouce de sa peau. Un mouvement, et elle pourrait le décapiter. Le silence s'abattit sur le champ de bataille. 45 000 Macédoniens regardaient leur roi invincible vaincu. 25 000 Égyptiens contemplaient leur princesse victorieuse. Commença Alexandre, et pour la première fois de sa vie, il ne savait pas quoi dire. Se rendrait-il? L'idée était impensable. Alexandre le Grand ne se rendait jamais. Mais que pouvait-il faire d'autre? Il était à la merci de Néferura. Elle pouvait le tuer d'un simple mouvement. Chapitre 10. Le choix de la princesse. Néferura regarda l'homme à genoux devant elle. Alexandre le Grand, le conquérant du monde, l'homme qui s'était comparé aux dieux. Elle pourrait le tuer maintenant. Ce serait si facile. Une poussée de sa lance, et l'armée macédonienne serait sans chef. L'Égypte serait sauvée. Mais quelque chose la retint. Elle voyait quelque chose dans Alexandre, non pas un tyran assoiffé de pouvoir, mais un jeune homme brûlant d'ambition, rêvant de gloire, cherchant à laisser sa marque sur l'histoire. Elle se reconnaissait en lui, d'une certaine manière.
Et elle se rappela les paroles d'Isis, la déesse qu'elle servait, le vrai pouvoir n'est pas de détruire, mais de transformer. Néferura retira sa lance de la nuque d'Alexandre et recula. Levez-vous, dit-elle. Alexandre se leva lentement, confus. Elle l'avait vaincu. Pourquoi ne le tuait-elle pas? Vous avez perdu, dit Néferura. Selon les termes de notre accord, vous devez maintenant quitter l'Égypte et ne jamais revenir. Alexandre lutta avec les mots. Je tiendrai ma parole. Bien, dit Néferura. Mais avant votre départ, je veux vous montrer quelque chose. Elle fit un geste, et plusieurs prêtres s'avancèrent, portant un grand miroir de bronze poli. Regardez, dit-elle à Alexandre. Alexandre regarda dans le miroir et vit son reflet couvert de poussière, de sueur, de sang. Il ressemblait à un homme ordinaire, pas à un dieu. C'est ce que vous êtes, Alexandre, dit Néferura doucement. Un homme, un grand homme, certes, un guerrier brillant, un général talentueux, un leader charismatique. Mais un homme quand même, mortel, limité. Elle se plaça à côté de lui devant le miroir. L'Égypte n'est pas comme les autres royaumes que vous avez conquis, continua-t-elle. L'Égypte est plus qu'un territoire, plus qu'un peuple. L'Égypte est une idée, l'idée que la civilisation peut durer pour toujours, que les humains peuvent atteindre le divin, que la mort elle-même peut être vaincue. Vous ne pouvez pas conquérir une idée, Alexandre. Vous ne pouvez que l'embrasser ou la rejeter. Alexandre regarda Néferura dans le miroir. Côte à côte, il formait un contraste saisissant, lui, le guerrier macédonien aux cheveux blonds et à la peau claire. Elle, la princesse égyptienne à la peau noire et aux yeux dorés. Que suggérez-vous? Demanda-t-il finalement. Une alliance, dit Néferura. Pas de conquête, mais de respect mutuel. Vous avez besoin de l'Égypte, ses richesses, ses connaissances, sa légitimité. Et l'Égypte? Elle hésita. L'Égypte a besoin de protection. Les Perses reviendront. D'autres ennemis surgiront. Avec vous comme allié, l'Égypte pourrait survivre. Mais je ne serai pas pharaon. Non, dit Néferura fermement. Cette position est réservée à ceux de sang divin. Mais, elle réfléchit, vous pourriez être reconnu comme fils d'Amoret, adopté par les dieux. Cela vous donnerait une légitimité religieuse sans supplanter la lignée pharaonique. Alexandre considéra l'offre. Ce n'était pas la conquête totale qu'il avait imaginée. Mais c'était quelque chose de peut-être plus précieux, une connexion avec la civilisation la plus ancienne et la plus respectée du monde. J'accepte, dit-il enfin. À une condition. Laquelle? Apprenez-moi, dit Alexandre. Vos secrets, votre magie, votre sagesse. Je veux comprendre ce qui rend l'Égypte éternelle. Néferura sourit. C'est une demande sage. Très bien. Vous resterez en Égypte, non pas comme conquérant, mais comme élève. Et peut-être, avec le temps, comme ami. Elle tendit la main. Alexandre, après un moment d'hésitation, la saisit. Les deux armées, témoins de cette scène extraordinaire, éclatèrent en acclamations. Ce qui aurait dû être une bataille sanglante s'était transformé en quelque chose de nouveau, un pont entre l'Orient et l'Occident, entre le passé ancien et l'avenir prometteur. Moment d'engagement. Waouh! Quelle tournure! Néferura a vaincu Alexandre mais a choisi la sagesse plutôt que la vengeance. Si vous êtes ému par cette fin, laissez un pouce en l'air et commentez Sagesse éternelle. Abonnez-vous car nous avons encore l'épilogue à venir. 4e partie, l'héritage éternel. Chapitre 11, l'Alliance. Les mois qui suivirent furent extraordinaires. Alexandre, fidèle à sa parole, resta en Égypte non pas comme conquérant mais comme étudiant et allié. Néferura l'initia aux mystères égyptiens. Elle l'emmena dans les temples les plus sacrés, lui montra les textes les plus anciens, lui enseigna les rudiments de la magie égyptienne. Alexandre, dont la soif de connaissance était aussi grande que sa soif de conquête, absorba tout avec avidité. Il apprit les hiéroglyphes, déchiffrant les sagesses inscrites sur les murs des temples. Il étudia avec les prêtres astronomes, découvrant que les Égyptiens avaient cartographié les étoiles des millénaires avant les Grecs. Il participa au rituel, sentant pour la première fois la présence réelle du divin. Et il passa beaucoup de temps avec Néferura elle-même. Ils étaient, à bien des égards, des âmes sœurs tous deux jeunes, brillants, ambitieux, portant le poids de grandes responsabilités. Ils partageaient leurs rêves, leurs peurs, leurs visions pour l'avenir. « Pourquoi voulez-vous conquérir le monde ?» lui demanda Néferura un jour,
alors qu'il se promenait dans les jardins du palais. Alexandre réfléchit longuement avant de répondre. « Parce que je veux laisser quelque chose de permanent, dit-il finalement. Je veux que dans 1000 ans, les gens se souviennent de mon nom. Je veux unir l'humanité, créer quelque chose qui durera pour toujours. Mais vous cherchez l'éternité par la conquête, dit Néferura. L'Égypte a trouvé l'éternité par la création, en construisant des pyramides qui défient le temps, en préservant la connaissance, en honorant les ancêtres. Laquelle de ces approches pensez-vous survivra vraiment ?» Alexandre n'avait pas de réponse. Un jour, Néferura l'emmena à la grande pyramide de Gizeh. Elle le conduisit à l'intérieur, à travers des passages étroits, jusqu'à la chambre du roi au cœur de la structure. Là, dans cette pièce de granit entourée par des milliers de tonnes de pierre, Alexandre ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, une connexion avec l'éternité. Cette pyramide a été construite il y a 2500 ans, dit Néferura, sa voix résonnant dans la chambre silencieuse. Le pharaon qui l'a commandée est mort depuis longtemps. Mais son monument demeure. C'est ça, l'éternité. Qu'est-ce que vous essayez de me dire ? Demanda Alexandre. Que si vous voulez vraiment être éternel, dit Néferura, ne construisez pas un empire. Construisez quelque chose qui durera au-delà de votre vie. Une ville, une bibliothèque, une idée. Ces mots plantèrent une graine dans l'esprit d'Alexandre, une graine qui porterait fruit d'une manière qu'aucun des deux n'aurait pu prévoir. Chapitre 12. La fondation d'Alexandrie. 6 mois après son arrivée en Égypte, Alexandre eut une vision. Il rêva d'une ville, pas une ville ordinaire, mais la plus grande ville que le monde ait jamais vue. Une ville où l'Orient et l'Occident se rencontreraient, où les savants de toutes les nations viendraient étudier, où la connaissance serait préservée pour les générations futures. Il réveilla Néferura au milieu de la nuit, enthousiaste. « J'ai trouvé, dit-il, mon monument éternel. Je vais construire une ville. » Une ville. Néferura était intrigué. « Oh ! Ici, en Égypte, sur la côte méditerranéenne, un port qui connectera l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Et que contiendra cette ville ? » Tout, dit Alexandre avec passion. La plus grande bibliothèque du monde, rassemblant tous les livres de toutes les nations. Des temples honorant les dieux grecs et égyptiens. Des écoles de philosophie. Des théâtres. Des marchés où les marchandises du monde entier seront échangées. Néferura sourit. C'est une belle vision. Mais une telle ville nécessitera des ressources immenses, des années de construction. Alors nous commencerons demain, dit Alexandre. Aidez-moi, Néferura. Ensemble, créons quelque chose qui durera vraiment pour toujours. Et ainsi naquit Alexandrie. Alexandre traça personnellement le plan de la ville sur le sable de la côte, près d'un petit village de pêcheurs. Les architectes grecs et les ingénieurs égyptiens travaillèrent ensemble, combinant leurs connaissances pour créer quelque chose de nouveau. La ville grandit rapidement. Des milliers de travailleurs affluèrent, certains payés, tous volontaires, car tous sentaient qu'ils participaient à quelque chose d'historique. Le point central de la ville serait le Mouseion, le temple des Muses et la grande bibliothèque adjacente. Néferura y contribua en faisant copier et traduire des milliers de textes égyptiens anciens. Alexandre ordonna que des livres soient collectés de partout dans son empire et au-delà. Cette bibliothèque contiendra toute la connaissance humaine, déclara-t-il. Rien ne sera perdu. Rien ne sera oublié. Mais la construction de la ville fut interrompue par la réalité politique. Alexandre avait passé près d'1 an en Égypte. Ses généraux en Perse devenaient impatients. Des rébellions éclataient dans les régions éloignées de son empire. Il devait partir. La veille de son départ, Alexandre et Néferura se rencontrèrent une dernière fois sur les remparts inachevés de la ville qui porterait son nom. « Je reviendrai, promit Alexandre. Quand mes campagnes seront terminées, je reviendrai en Égypte et je terminerai cette ville. » Peut-être, dit Néferura doucement. Ou peut-être que le destin a d'autres plans. Que voulez-vous dire ? Néferura regarda la mer, ses yeux voyant au-delà de l'horizon, dans un avenir qu'Alexandre ne pouvait pas percevoir. « J'ai consulté les oracles, dit-elle. Ils parlent de gloire, de conquête encore plus grande. Mais aussi d'une mort jeune. Vous changerez le monde, Alexandre. Mais vous ne vivrez pas assez longtemps pour voir l'étendue de ces changements. » Des prophéties, dit Alexandre en riant, bien qu'il y ait une inquiétude dans sa voix. « Je n'y crois pas. Vous devriez, dit Néferura. L'Égypte a 3000 ans d'expérience avec les prophéties. Elles se réalisent toujours, d'une manière ou d'une autre.
Elle se tourna vers lui, et pour la première fois, il vit des larmes dans ses yeux. « Soyez prudent, Alexandre. Vous avez touché à quelque chose de précieux ici, ne le gaspillez pas en cherchant toujours plus de conquêtes. »« Je reviendrai, » répéta Alexandre, prenant ses mains dans les siennes. « Je vous le promets. » Mais dans son cœur, Néferura savait que c'était une promesse qu'il ne pourrait pas tenir. Chapitre 13. Le retour au sable. Alexandre quitta l'Égypte au printemps de 331 avant Jésus-Christ. Il partit vers l'Est, vers de nouvelles conquêtes, vers l'Inde et au-delà. Sa légende grandit encore, il vainquit des royaumes entiers, traversa des déserts impossibles, atteignit les confins du monde connu. Mais il ne revint jamais en Égypte. Du moins, pas vivant. En 323 avant Jésus-Christ, à Babylone, à l'âge de seulement 32 ans, Alexandre tomba malade. La fièvre le consuma en quelques jours. Sur son lit de mort, on dit qu'il murmura un seul mot, Égypte. Quand la nouvelle de sa mort atteignit Néferura, elle ne pleura pas. Elle avait su que cela arriverait. Les dieux le lui avaient montré. Mais elle honora sa mémoire. Elle donna des ordres pour que le corps d'Alexandre soit ramené en Égypte, qu'il soit momifié selon les traditions égyptiennes, et enterré dans la ville qu'il avait fondée, Alexandrie. Ptolémée, un des généraux d'Alexandre qui avait été présent lors du duel, prit le contrôle de l'Égypte après la mort d'Alexandre. Il respecta les souhaits de Néferura et établit la dynastie ptolémaïque, qui gouvernerait l'Égypte pendant les 3 siècles suivants. Néferura elle-même continua à gouverner aux côtés de Ptolémée, servant de pont entre les nouveaux dirigeants grecs et le peuple égyptien ancien. Elle supervisa l'achèvement de la grande bibliothèque, veillant à ce que la connaissance de 3000 ans d'histoire égyptienne soit préservée. Elle vécut jusqu'à un âge avancé, selon certains récits jusqu'à 90 ans, bien au-delà de la durée de vie normale grâce aux techniques ésotériques qu'elle avait maîtrisées. Pendant toutes ces années, elle resta la gardienne de l'Égypte, veillant à ce que son essence survive malgré les changements. Quand elle mourut finalement, elle fut enterrée selon les rites les plus anciens, dans une tombe secrète que personne n'a jamais retrouvée. On dit que son esprit devint un des gardiens éternels de l'Égypte, veillant sur la terre qu'elle avait protégée de son vivant. Épilogue, les vents du désert. 2300 ans plus tard, le désert égyptien est toujours là, inchangé. Le Nil coule toujours, nourrissant la terre comme il l'a fait depuis l'aube du temps. Les pyramides se dressent toujours, défiant la gravité et le temps. Alexandrie existe toujours, bien que la bibliothèque originale ait brûlé il y a longtemps. Mais une nouvelle bibliothèque a été construite récemment, perpétuant le rêve d'Alexandre et de Néferura. Et parfois, quand le vent du désert souffle au crépuscule, les habitants locaux jurent qu'ils peuvent voir une silhouette grande, élégante, vêtue d'or marchant le long des rives du Nil. Ils disent que c'est Néferura, la dernière princesse d'Égypte, veillant toujours sur la terre qu'elle aimait. Les archéologues continuent de chercher sa tombe, intrigués par les légendes qui parlent de trésors de connaissances enterrés avec elle, des textes magiques perdus, des cartes d'étoiles anciennes, des formules alchimiques qui pourraient changer le monde. Mais peut-être que certains secrets doivent rester ensevelis. Peut-être que certaines légendes sont plus puissantes quand elles restent des légendes. Ce qui est certain, c'est ceci. Néferura atteint ce qu'Alexandre n'a pas pu. Alexandre conquit la moitié du monde, mais son empire se désintégra à sa mort. Néferura défendit un seul royaume, mais ce royaume, dans son essence, dans son esprit, dans sa mémoire, survit encore aujourd'hui. L'Égypte a survécu aux Grecs, aux Romains, aux Byzantins, aux Arabes, aux Ottomans, aux Britanniques. Elle a survécu à travers des millénaires de changements, de conquêtes, de transformations. Pourquoi ? Parce que l'Égypte n'est pas seulement un lieu. C'est une idée. L'idée que la civilisation peut être éternelle. Que la connaissance vaut plus que le pouvoir. Que les monuments de pierre peuvent survivre aux empires de fer. Et cette idée, cette vision, c'était celle de Néferura, la princesse guerrière qui choisit la sagesse plutôt que la vengeance, qui transforma un ennemi en allié, qui préféra construire plutôt que détruire. L'histoire officielle parle peu d'elle. Les textes grecs la mentionnent à peine. Mais dans les légendes égyptiennes, dans les histoires murmurées de génération en génération, elle vit toujours. Néferura, belle comme le lever du soleil, forte comme le Nil en crue, sage comme Isis elle-même. La dernière princesse d'Égypte. La gardienne de Kémet. L'incarnation de l'éternité. Et même maintenant, quand vous visitez l'Égypte et que vous sentez le sable ancien sous vos pieds, quand vous regardez les pyramides qui ont vu naître et mourir des civilisations entières, quand vous entendez le vent du désert murmurer ses secrets, vous pouvez presque entendre son nom, porté à travers les siècles. Néferura. Néferura. Néferura.
L'écho d'une reine qui n'a jamais régné officiellement, mais qui a sauvé un royaume. L'écho d'une guerrière qui a vaincu le plus grand conquérant du monde non par la mort, mais par la sagesse. L'écho d'une femme qui est devenue légende, et par cette légende, atteint l'immortalité qu'aucun pharaon n'a jamais vraiment possédée. L'Égypte est éternelle. Et Néferura en est la gardienne pour toujours. Fin. Merci d'avoir voyagé avec nous. Chers auditeurs, nous voilà arrivés à la fin de cette épopée magnifique. L'histoire de Néferura, la dernière princesse d'Égypte, qui affronta Alexandre le Grand et transforma l'ennemi en allié. Si cette légende vous a captivé, voici comment vous pouvez nous soutenir. Laissez un pouce en l'air, cela aide vraiment notre chaîne à grandir et à créer plus d'histoires comme celle-ci. Abonnez-vous et activez la cloche, ne manquez jamais nos prochaines légendes. Nous avons tant d'autres héros et héroïnes oubliés à vous faire découvrir. Commentez. Nous voulons savoir. Quel moment de l'histoire vous a le plus ému? Pensez-vous que Néferura a fait le bon choix en épargnant Alexandre? Connaissez-vous d'autres légendes de femmes guerrières africaines? D'où nous écoutez-vous? Paris, Le Caire, Dakar, Montréal, Abidjan? Nous adorons savoir jusqu'où voyagent nos histoires. Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille, tous ceux qui sont fascinés par l'Égypte ancienne, les guerrières légendaires et les histoires de sagesse triomphant sur la force. Nos prochaines histoires incluront plus de légendes égyptiennes, Cléopâtre, Hatshepsut, Akhenaton et les mystères des pharaons. Guerrières africaines légendaires, la reine Zinga, Yenanga, les Amazones du Dahomey. Reines et princesses oubliées, des femmes puissantes qui ont changé l'histoire. Héros de la résistance anticoloniale, ceux qui se sont battus pour la liberté. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer. Les leçons de Néferura. L'histoire de Néferura nous enseigne des leçons puissantes et intemporelles. 1. La sagesse triomphe de la force. Néferura a vaincu Alexandre non seulement au combat, mais aussi par sa sagesse en choisissant l'alliance plutôt que la vengeance. 2. Préserver est plus noble que détruire. Elle a compris que tuer Alexandre ne sauverait pas vraiment l'Égypte. Seule la transformation pouvait le faire. 3. Les femmes peuvent être des guerrières et des sages. Néferura était à la fois une combattante redoutable et une dirigeante réfléchie. 4. L'héritage durable vient de la création. Alexandrie et sa bibliothèque ont survécu bien plus longtemps que n'importe quel empire militaire. 5. La vraie éternité est dans les idées. L'Égypte survit aujourd'hui non par sa puissance militaire, mais par la puissance de son héritage culturel. Quelle leçon résonne le plus en vous? Dites-le nous dans les commentaires. Un grand merci. Merci d'avoir écouté cette histoire de 60 minutes. Votre temps et votre attention signifient tout pour nous. Chaque écoute, chaque like, chaque commentaire, chaque partage nous permet de continuer à rechercher et à raconter ces histoires incroyables de héros et d'héroïnes méconnus. Cette histoire, bien que basée sur des personnages et événements historiques réels, Alexandre a vraiment visité l'Égypte en 332 avenues. Jésus-Christ inclut des éléments de légende et de fiction, particulièrement concernant Néferura elle-même. Mais l'esprit de l'histoire est vrai, l'Égypte a survécu à travers les millénaires grâce à la force de sa culture et de ses idées, pas seulement de ses armées. N'oubliez pas, pouce en l'air, abonnement plus cloche activée, commentaire avec votre localisation et vos réflexions, partage avec vos amis. Rejoignez notre communauté grandissante d'amoureux de l'histoire, des légendes et des récits épiques. À très bientôt. Nous vous retrouvons très bientôt pour une nouvelle aventure extraordinaire dans le temps et l'espace. En attendant, explorez nos autres vidéos, nous avons une bibliothèque croissante d'histoires fascinantes qui vous attendent. Que l'esprit de Néferura vous inspire, ayez la force de vous battre quand nécessaire, mais aussi la sagesse de savoir quand choisir la paix. Restez forts, restez sages et restez curieux. À très bientôt, chers auditeurs. Note historique, cette histoire mélange fait historique et légende. Alexandre le Grand a réellement visité l'Égypte en 332 avenue Jésus-Christ et a fondé la ville d'Alexandrie. Cependant, le personnage de la princesse Néferura, bien qu'inspiré par de vraies reines guerrières égyptiennes comme Hatshepsut et Cléopâtre, est largement fictif. L'histoire honore l'esprit de l'Égypte ancienne et célèbre le pouvoir des femmes leaders, guerrières et sages à travers l'histoire.